Salut, c'est Thomas Rozek. Au beau milieu du désordre et de l'angoisse suscitée par la pandémie, alors que le virus, en plus de tuer à tour de bras et de paralyser la planète, occultait à peu près toute l'actualité, une histoire singulière a été révélée grâce au travail de vérification d'un groupe d'amateurs de faits divers. Une véritable institution des médias français s'est effondrée. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des tueurs en série, invité partout, connu pour avoir démarré par hasard une carrière d'expert mondialement révéré et d'auteur à succès, après le meurtre sordide de sa compagne aux États-Unis dans les années 70. Bourgoin, donc, s'est révélé être un affabulateur, un serial mythomane. La boutade est facile, mais elle résume bien l'idée. Alors, il n'est ni le premier, ni le dernier, et chaque cas est fondamentalement différent, du plus dramatique, type le médecin assassin Jean-Claude Roman, au plus inoffensif, comme le faux footballeur pro Alidia, qui avait réussi à tenir quelques minutes sur un terrain de foot de première ligue dans les années 90, avant que son manque de capacité ne le fasse sortir du match et entrer dans le top des pires mythos. Cette figure récurrente du menteur patenté, elle nous a donné envie de nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on ment ? Quel rôle a le mensonge et surtout quelle place dans des sociétés où on a fini par accepter qu'il faisait par exemple partie du jeu politique et donc de l'expression publique ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à Angela Sutan. Elle est chercheuse en économie expérimentale à la Burgundy School of Business de Dijon. Alors quel rapport, me direz-vous ? Il se trouve qu'elle a mené plusieurs études sur les comportements du mensonge et j'ai donc commencé par lui demander quelle place occupe le mensonge dans l'espace public. J'irai pas dire jusqu'à ce que le mensonge est naturel et que nous sommes tous des menteurs innés. Parce qu'il y a eu tout un tas de discussions depuis les philosophes, les psychologues, etc. Mais il est clair qu'il a une place par les comportements des individus. C'est-à-dire que statistiquement parlant, il y a beaucoup de gens qui mentent pour diverses raisons. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas une place morale et une place qui soit normative, mais il a une place descriptive. Il existe, il est là et il est présent. Quelle forme il peut prendre ce mensonge dans l'espace public, dans l'expression publique ? Je ne parle pas du mensonge privé ou du mensonge à des fins purement personnelles, mais vraiment du mensonge des personnes qui s'adressent à une audience, que ce soit sur des plateaux de télé, on parlait de Stéphane Bourgoin, ou que ce soit, des hommes politiques, des personnages publics. Alors, les personnages publics, en fait, se comportent, grosso modo, dans notre vision à nous d'économistes comportementalistes, parce que je suis économiste comportementaliste et pas psychologue, comme les individus normaux, en quelque sorte. Nous, on a une taxonomie des mensonges, avec 4 types de mensonges qui sont classés en fonction de l'effet que le mensonge a pour la personne qui ment et de l'effet que ça peut avoir sur les autres. Alors le personnage public, donc il a forcément toujours un effet sur les autres parce que quand il ment dans l'espace public, il vise une audience qui potentiellement va être impactée par ces mensonges. Et donc on a 4 types de mensonges, comme je vous ai dit. Il y a des mensonges qu'on appelle nous des mensonges altruistes ou des mensonges blancs. Ces mensonges-là sont des mensonges que un personnage peut faire lorsque, en mentant, il pense qu'il fait du bien aux autres. Il ment dans l'intérêt des autres. Il y a des mensonges qui sont ce qu'on appelle nous des mensonges Pareto-optimaux, c'est-à-dire que non seulement je pense que j'améliore la situation des autres, mais en plus j'améliore ma situation à moi aussi. Le mensonge altruiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que je mens en quelque sorte à mon détriment. C'est comme si j'étais obligée de mentir. Et dans le discours des hommes politiques, des personnages publics, on voit souvent ça lorsque la justification intervient après coup. Ils disent toujours « j'ai menti pour les autres, j'ai été obligée en quelque sorte à mentir ». Vous voyez ? Et enfin, on a deux autres types de mensonges. On a des mensonges égoïstes, c'est-à-dire que je sais pertinemment que ces mensonges-là vont produire du mal chez les autres, mais je mens dans mon propre intérêt. Et enfin, j'ai encore une catégorie qui est encore pire, en quelque sorte. C'est une catégorie de mensonges dans lesquels je suis capable de mentir à mon propre désintérêt si je sais que ça va faire encore plus de mal chez les autres. Ça, on peut l'observer quand il s'agit de négociations, de prise de pouvoir, etc. Les gens sont capables de
d'accepter un coût, si vous voulez, s'ils savent que le dommage chez les autres va être encore plus grand par le mensonge. Ce mensonge altruiste que vous citiez en premier, vous disiez qu'il servait en gros de justification lorsque des hommes politiques ou des personnages publics sont pris en flagrant délit de mensonge. Mais est-ce que ce n'est pas une excuse pour masquer du mensonge égoïste? Ça peut, en fait, parce que tout est question de perception. Si les outils de mesure de l'effet du mensonge en question ne sont pas immédiats et sont difficiles, et par définition, ils sont difficiles parce que quand il s'agit d'un mensonge, généralement, je ne sais pas dès le départ que c'est un mensonge, moi en tant qu'individu qui écoute le personnage politique, et donc du coup, la mesure n'interviendra qu'après coup, et seulement après coup, on pourra savoir que ça a été un mensonge et que l'effet a été bénéfique ou négatif. Donc, si la mesure est floue, ou est difficile à prendre, effectivement, il s'agit là, on peut avoir de ce qu'on appelle du mensonge stratégique, c'est-à-dire de faire en sorte de faire passer un mensonge comme un mensonge altruiste alors qu'il est en fait un mensonge égoïste. En tant que comportementaliste, on s'intéresse justement à la manière dont l'individu est amené à mentir. Et en fait, pour faire simple, nous avons étudié en laboratoire tout un tas de situations et d'individus, en fait, pour voir pourquoi est-ce que les gens mentent. Et en fait, il y a deux conceptions du mensonge, en fait. Une conception est basée sur une analyse coût-avantage. C'est-à-dire que l'individu qui veut mentir, il va mettre en balance, d'une part, les avantages qu'il peut obtenir de son mensonge, et de l'autre part, la probabilité, par exemple, d'être attrapé ou les coûts qu'il va payer si jamais il est attrapé. Et sur la base de ce calcul-là, coût-avantage, il va décider de mentir ou pas. Ça, c'est la première vision du mensonge. Et en laboratoire, en fait, toutes les expériences que nous avons faites jusqu'à maintenant démontrent qu'en fait, ce ne sont pas ces deux éléments-là qui déterminent si quelqu'un va mentir. Donc, ce n'est pas un calcul coût-avantage simple. Mais par contre, ce que nous avons démontré en économie comportementale, et des chercheurs ont montré partout dans le monde, c'est qu'en fait, il y a une autre conception du mensonge qui est liée aux circonstances auxquelles nous faisons face et qui nous tentent en quelque sorte. Donc, en fait, il y a des situations dans lesquelles, lorsqu'un individu se retrouve, il va peut-être mentir plus. Et je vous donne des exemples de situations. Les situations sont celles, par exemple, si on vit dans une société dans laquelle le mensonge est monnaie courante, ça veut dire que je perçois le mensonge comme une norme sociale qui existe, qui est là et qui est tolérée par la société. Donc, je vais être enclin à mentir plus. Pareil, si je vois dans mon entourage proche, les autres se comportaient de manière malhonnête, je vais mentir plus. Pareil, les personnes qui sont créatives, par exemple, mentent plus. Lorsque je suis dans une situation dans laquelle je peux déployer ma créativité, je peux mentir plus. Si je suis quelqu'un qui est capable de rationaliser les choses, pareil, je vais être capable beaucoup plus facilement de construire des mensonges. À l'inverse, en fait, il y a des choses qui font que je mens moins. Si je suis dans une situation dans laquelle je suis surveillée, forcément, je vais moins mentir. Si j'ai des rappels moraux, je vais moins mentir, ou si je m'engage à moins mentir. Et enfin, par-dessus tout, il y a une question de ce qu'on appelle, nous, le framing. C'est-à-dire le framing, c'est la manière dont je perçois une situation dans laquelle je peux évoluer. Ce framing-là, en fait, va faire que je vais avoir plus ou moins tendance à mentir en fonction du fait que je perçoive la situation comme étant une situation que nous, on appelle une situation de gain, une situation de perte. Nos expériences en laboratoire montrent que lorsque les individus ont quelque chose à gagner, en fait, ils mentent moins que lorsqu'ils ont quelque chose à perdre. Et ça, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif parce qu'on a toujours l'impression que la personne qui ment, elle ment pour gagner quelque chose. Et en fait, on montre qu'au contraire, en fait, la perspective de perdre quelque chose que j'ai déjà acquis, c'est-à-dire une position, un marché, une richesse, je ne sais pas, et que je sois menacée de la perdre, va faire que je vais mentir beaucoup plus pour protéger ma position ou ma richesse. Le mensonge, c'est donc plus une posture défensive finalement qu'autre chose. C'est pas, enfin, c'est défensif, voilà, si je veux garder ce que j'ai acquis.
Voilà, donc lorsque j'ai déjà la chose. Et effectivement, c'est plus défensif qu'offensif, on va dire, voilà. Ce qui me frappe, moi, c'est que j'ai la sensation qu'il y a une espèce de dissonance ou de tension qui se crée entre la perception globale qu'on peut avoir du mensonge en tant que concept pur et dur, comme étant quelque chose de négatif et qui est porté négativement intellectuellement dans nos sociétés depuis des siècles et des siècles et qui, on va dire, se transmet de génération en génération. On apprend dès l'enfance que c'est pas bien de mentir, en gros, si je résume très 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 largement, et qu'à côté de ça, socialement, la perception du mensonge comme faisant partie du jeu, je pense notamment du jeu politique, fait que finalement le mensonge progresse assez librement dans nos sociétés et dans les espaces médiatiques. En fait, il progresse lorsque les effets sur la société ne sont pas complètement négatifs ou alors ils ne sont pas complètement ressentis comme négatifs. Alors, je ne parle pas de la dimension morale, d'accord? Il n'est pas bien de mentir, d'accord? Mais revenons à mon exemple de mensonges altruistes. Imaginez la situation vraiment très bête et très simple dans laquelle vous avez un ami qui vient d'avoir un nouveau-né. Et ça, c'est un exemple assez rigolo que beaucoup d'économistes donnent. Il est de coutume d'aller le visiter, quand on peut. Imaginez que vous trouvez cet enfant très moche. Vous n'allez pas le dire à votre ami, d'accord? Il est d'usage là d'employer ce qu'on appelle le mensonge blanc. En anglais, ça se dit un white lie. En fait, et je vais dire, oh, quel beau bébé, en fait. Et vous voyez, donc ça, c'est un mensonge. Non seulement personne ne va me reprocher de l'avoir dit, mais en plus, ça va faire du bien à l'ami en question. Je ne peux pas me permettre de lui dire, oh là là, ton bébé, il est très moche, etc. Pareil, il y a des mensonges, en fait, nous vivons dans une société dans laquelle les mensonges bienveillants sont autorisés. Oui, il a menti pour préserver ton estime de toi ou je sais pas, quelque chose de ce genre. Vous voyez, donc, et le fait, en fait, d'être indulgent sur un côté du mensonge, sous prétexte qu'il est peut-être bénéfique et qu'il augmente le bien-être des individus auxquels on ment, le problème, c'est que ça ouvre une porte à l'acceptation du mensonge en question. Et donc, le problème, c'est qu'une fois qu'on a été entraîné dans une spirale de mensonges, vous voyez, je vous ai donné tout à l'heure un catalogue des situations dans lesquelles les individus vont être enclins à plus ou moins mentir. Lorsqu'on a ouvert une petite porte, le problème, c'est que si j'observe des mensonges, quel que soit le type de mensonge que j'observe, dans mon cerveau, il va être difficile de faire la distinction entre le fait que ça a été un mensonge altruiste, un mensonge égoïste, etc. Mais ça va juste ouvrir la porte au fait que le mensonge soit possible. Et donc, je peux partir dans une spirale, dans un cercle vicieux. En fait, on a plein d'exemples en tête. Ça part avec un tout petit mensonge et après, ça monte en boule et puis on ne peut plus s'arrêter tout simplement parce qu'on est rentré dans l'engrenage, même si le premier mensonge, il a été peut-être altruiste. Cet effet d'emballement, c'est ce qu'on retrouve, d'après vous, dans les grandes figures de mythomanes devenus très célèbres. Bon, la dernière en date, c'est Stéphane Bourgoin, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire. C'est sans rentrer dans le côté psychologie, parce qu'évidemment, ça rentre en ligne de compte forcément, mais on retrouve, d'après vous, cette idée de cercle et d'effet boule de neige? Il y a cet effet-là parce que ces individus-là acquièrent justement une position, un statut d'expert, et en plus, ils sont habités par l'idée de faire du bien à quelqu'un. Ils mentent pour le bien de quelqu'un. Ensuite, effectivement, pour défendre leur position et comme ils sont convaincus qu'ils font du bien, bah, ils continuent à mentir. Ce qui est par contre plus intéressant que le cas des individus mêmes, c'est le cas de l'audience, parce qu'en fait, il ne faut pas se voiler les yeux. Si ces individus-là sont capables de monter des montagnes de mensonges et de se construire des réputations, etc., c'est parce que l'audience leur a permis. Donc finalement, en fait, quelque part, l'individu, il ne fait que
un pur instinct de survie, d'accord? Donc, sous l'effet de la peur de perdre quelque chose, il continue à alimenter son mensonge parce qu'il est rentré dans un personnage. Et comme j'ai dit, voilà, la créativité, si ce personnage-là, en plus, est créatif, la créativité va t'aider à développer des nouvelles facettes du mensonge, l'habilité de rationaliser, la capacité à rationaliser les choses va encore t'aider, etc. Mais il ne faut pas oublier que si en face, nous n'avons pas une capacité à déchiffrer le mensonge et que l'opinion publique, les experts, les médias, etc., laissent faire, c'est en quelque sorte une validation par l'opinion publique et par la société qui fait que ces mensonges-là vivent. Hein. Ce n'est pas que la faute du menteur, on est bien d'accord. On permet en quelque sorte à ces menteurs-là, par la non-vérification, par le laisser-faire, etc., de se développer. Ce qui est paradoxal, et vous mentionniez tout à l'heure le cas d'individus qui, se sentant surveillés, mentent moins. Ce qui est paradoxal, donc, on le disait, c'est que le mensonge a tendance à progresser et à vivre assez librement aujourd'hui, alors que les outils de contrôle sociaux et les outils de vérification sont démultipliés. Les outils de contrôle sociaux sont démultipliés. Effectivement, le problème vient justement de là. Parce qu'on a toujours l'impression que si c'est pas moi qui vérifie, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Trop de contrôle, tu le contrôles, en quelque sorte. Il y a toujours un juste milieu à trouver dans les outils de contrôle et dans les incitations, pour rester honnête. Il y a un point où ça bascule, en fait, où tout type de contrôle ou tout type d'incitation peut, si on ne le surveille pas, devenir contre-productif. Donc, c'est-à-dire c'est mis en place, mais c'est mis en place de la mauvaise manière, ou alors je n'ai pas d'articulation entre les divers outils et ça va devenir contre-productif. En ce moment, j'ai l'impression que je peux faire confiance à peu près à tout ce que je lis parce que je me dis, il y a d'autres gens qui ont fait l'effort de vérifier la véridicité des informations qui existent. Par exemple, si je vais sur un site scientifique ou sur un site de vulgarisation, etc. Je pense que ça a déjà été fait, vous voyez, donc du coup, je ne le fais plus. Trop de contrôle tue le contrôle parce que je ne sais plus qui le fait. Et s'il n'y a pas une clarté, en fait, dans l'attribution des tâches, c'est difficile à remonter la chaîne de responsabilité, de savoir qui c'est qui a fait son contrôle et son boulot quand il a fallu le faire. Et puisqu'on parle de vérification pour ce qui est du décryptage du cas très particulier de Stéphane Bourgoin, donc je vous renvoie aux vidéos du collectif 4e œil Corporation à l'origine de la découverte de la supercherie. Elles sont disponibles sur leur site 4e œil corporation toutattaché.com. Merci à Angela Sutan pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter ou Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières, de ne pas vous éternuer les uns sur les autres, et à très vite pour un nouvel épisode.